Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. On a décidé de vous donner ce soir ce petit cadeau. Cette vidéo sera dédiée pour ceux qui vont passer les EVC 2025, que ce soit en voie interne ou en voie externe. Et on va vous montrer comment les jurys vous corrigent. On va utiliser un cas clinique pour la voie externe, des QCM pour la voie interne, et on va se focaliser surtout sur la notation des jurys. Donc restez jusqu'à la fin. Si vous passez les EVC 2025 ou même les EVC d'après, que ce soit en voie interne ou en voie externe, vous n'allez pas le regretter et ça va vous donner pas mal de points le jour de l'examen. Et il faut savoir que cette vidéo, elle est sous forme d'un live sur YouTube, donc on est en live avec vous. Ceux qui veulent recevoir l'enregistrement après, il faut obligatoirement vous abonner à la chaîne YouTube. Notre chaîne, c'est la référence en francophonie sur toute la francophonie pour la préparation des EVC. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos. De toutes les façons, il y a un contenu énorme sous forme de vidéos et de posts aussi, un contenu pour la préparation, pour les actualités, des lives. Donc, vous n'allez pas le regretter. Et si vous allez vous abonner aussi, vous allez recevoir les prochaines vidéos. Alors, on va commencer juste par quelques petites remarques pour vous dire que nos cycles, chaque année, elles s'adaptent en fonction de l'évolution des EVC. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, on vient de lancer tout un programme pour la voie interne, pour toutes les spécialités. Donc, ceux qui vont passer la voie interne, n'hésitez pas à découvrir les programmes et nos cycles de préparation sur notre site web. Vous allez trouver les packs complets. Vous allez trouver aussi les programmes qui sont dédiés pour ceux qui vont passer la voie interne sous forme d'entraînement sur du QCM. Ça sera des séances d'entraînement avec un examen blanc à la fin. Et ceux qui vont passer la voie externe, on ne vous a pas oublié. Bien sûr, les packs complets, ils sont déjà adaptés chaque année pour la voie externe, la voie classique. Et cette année aussi, on va lancer aussi des mises à jour comme chaque année. Donc chez Proli Academy, on n'oublie personne. Vous allez aussi avoir tout un programme pour la voie externe. Et ça va concerner notre cycle de préparation de médecine générale. Donc ceux qui sont inscrits sur notre pack complet, ils vont avoir l'accès à ce programme de mise à jour. Et aussi, un troisième programme sur la préparation complète de médecine générale, c'est le programme de fiches dernières recommandations et ça sera inclus dans la mise à jour 2025. Et il faut savoir que ces dernières recommandations et cette mise à jour chaque année, elle est très connue et elle permet à pas mal de candidats de réussir les EVC. Il faut savoir qu'on est très fiers de nos taux de réussite qui parlent de nous chaque année. D'ailleurs, on est très fiers aussi, on a été honoré par un article officiel sur Le Figaro. Le fait d'être publié et honoré sur une magazine comme Le Figaro, ça nous rend fiers et ça nous rend très engagés dans l'accompagnement des médecins pour la préparation des EVC. On s'est engagé depuis 2021 dans cette mission et on va continuer à le faire. Et nos taux de réussite, c'est vraiment la traduction de l'effort de toute une équipe et aussi de l'effort de nos candidats qui continuent à appliquer chaque année, à réussir les EVC. C'est l'effort de nos formateurs aussi qui sont des majors de promotion. D'ailleurs, vous pouvez les découvrir sur notre site web pour les différentes spécialités et qui sont expérimentés en pédagogie et sur le terrain aussi. Ils travaillent en France. Ils ont pas mal d'expérience pour vous donner le maximum, comme chaque année, pour réussir. Donc, ne vous inquiétez pas, que ce soit vous êtes en voie interne ou en voie externe, on va pousser jusqu'au bout avec vous, on va vous donner le maximum. Pour la médecine générale, vous allez avoir un programme de fiches, comme je vous ai dit, de dernières recommandations pour la mise à jour qui sera inclus dans la mise à jour 2025. Donc ce programme, il est utile pour la voie externe et pour la voie interne parce que vous allez découvrir à travers ces fiches ce qui change au niveau des dernières recommandations. Et ce qui est bien aussi, à la fin de chaque fiche, on va vous donner des applications sur des cas cliniques et sur des QCM, comme ce qu'on va faire d'ailleurs ce soir. Vous allez aussi avoir un programme de mise à jour pour la voie interne, donc un programme qui sera sous forme de session de correction des QCM avec un examen blanc à la fin, qui est déjà lancé d'ailleurs pour la médecine générale et les différentes spécialités, et un programme
pour la voie externe et on va découvrir une partie de la première séance ce soir pour découvrir ce programme pour la voie externe, sachant que on va aussi rajouter ce soir quelques applications sur du QCM. Donc ceux qui sont inscrits au pack complet, ils auront accès à tous ces programmes sur la mise à jour 2025. Donc je vous invite à vous inscrire sur la mise à jour 2025 ou bien sur le programme complet de préparation de médecine générale. Et si vous avez une autre spécialité, n'hésitez pas à découvrir nos cycles de préparation, nos programmes aussi sur notre site web. Donc, notre réussite, c'est grâce à nos candidats qui réussissent chaque année et aussi, c'est grâce à vous, grâce à ceux qui partagent, ceux qui mettent des likes, ceux qui nous encouragent aussi à travers les messages, à travers les commentaires. On reçoit pas mal de messages et on est vraiment très honoré et très fiers de votre niveau de conscience et aussi de votre reconnaissance. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos, que ce soit vous êtes candidat avec nous dans les cycles ou pas, n'hésitez pas à partager avec vos amis, avec vos confrères. Ça va vraiment leur donner pas mal de points le jour de l'examen. Donc, comme je vous ai dit, un programme aussi pour la voie interne et un programme pour la voie externe. Et ce soir, on va avoir une partie de cette première session pour la voie externe. Donc, je vous invite à découvrir et à visiter notre site web. Et si jamais vous avez d'autres informations, vous avez besoin d'autres informations, pardon, ou si jamais vous avez vous avez d'autres interrogations ou d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe sur WhatsApp. Donc, je vous laisse le QR code de numéro WhatsApp. On aura un grand plaisir à vous informer, à vous renseigner, à répondre à vos questions. Il faut savoir qu'on met à votre disposition toute une équipe pour vous accompagner 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, surtout pendant cette période, juste avant le passage et juste avant les examens, pour vous accompagner au maximum et vous informer au maximum. N'hésitez pas à leur envoyer vos questions. Et bien sûr, le site web, donc je vous laisse le lien devant vous. Donc c'est www.pluriacademy.com/med. Là où vous allez trouver vraiment tous les programmes, la description, etc. Sur nos cycles de préparation, alors l'avantage, vous aurez la notation des jurys, la grille officielle de correction des jurys. On va vous montrer ça au fur et à mesure dans ce programme de voie externe. Donc aujourd'hui, on va voir un petit échantillon, un petit extrait. Et la prochaine session, on va vous montrer vraiment la copie de la grille officielle pour la correction de 2023 par exemple. Et vous allez aussi profiter de quelques copies de nos majors de promotion. Il faut savoir quand dans les autres spécialités que nos majors de promo, ils partagent aussi avec vous leur copie de l'examen. Et comme ça, vous allez calquer vraiment leur expérience et ça vous permettra, vous permettre de vous exceller le jour de l'examen. Si vous calquez l'expérience d'un major de promotion avec ses conseils, ses accompagnements, ses cours, ses fiches de résumé, sa copie aussi à la fin. Donc, vous allez éviter toutes les erreurs et vous allez bénéficier de tous les avantages d'un major de promotion qui a de l'expérience, qui travaille en France et qui a aussi, il faut savoir que nos majors de promotion, ils ont pratiquement tous des DU en pédagogie. Donc, il faut savoir aussi que je vous invite à visiter le site web du CNG. Le CNG, il vient de publier officiellement une liste de QCM blancs. Donc, je vous invite à regarder ces QCM, à les télécharger, à les découvrir. Pratiquement, ils ont abordé tout ce qu'on a dit lors de la session live. Donc, je vous invite à regarder la session live qui est ouverte aussi sur YouTube. C'est vraiment dédié pour la voie interne, même si la voie externe, ils peuvent aussi profiter des conseils parce que j'ai fait pas mal de rappels de cours lors de cette session. Et cette session, elle est valable pour toutes les spécialités, pas uniquement la médecine générale. On a répondu à toutes les questions pratiquement pour la voie interne, le nombre de QCM, les critères de correction, comment ils vont vous corriger, est-ce que ça sera la loi de tutorien ou pas, les types de QCM. Donc, vous allez découvrir à travers la liste de CNG les types et les 3 types de QCM
on a parlé de ces trois types lors de la session live. La qualité aussi de QCM, vous allez découvrir que c'est la même qualité que nos QCM, même pour la session qui est déjà ouverte, la session introductive pour ce programme. Et ça rejoint aussi nos précisions sur la grille. Donc, vraiment, je vous invite à regarder ces QCM. Vous allez même trouver parfois le même QCM avec quelques différences, bien sûr, mais ça rejoint exactement les types de QCM, les petits cas cliniques. On a parlé des cas fil rouge aussi, on a parlé des cas théoriques, mais avec un esprit pratique. Je vous invite vraiment, je ne vais pas refaire la même session pour la voie interne, mais je vous invite à regarder cette session qui est ouverte sur YouTube. C'est pratiquement 2 heures ou 2 heures moins quart dédiées uniquement et surtout pour la voie interne. Et ceux qui vont passer la voie externe, je vous invite à regarder aussi parce que comme je vous ai dit, ça va vraiment vous servir. Donc, pas de surprise pour nous, pour cette petite liste de QCM blanc qui a été publiée par le CNG, parce que nous, on est très rapprochés des jurys, on connaît très bien les spécificités et les particularités de ce concours depuis 2021 et on essaye de s'adapter aussi chaque année. Donc, la vidéo sur YouTube, il faut absolument la regarder. Et si aussi ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à notre programme complet de QCM, que ce soit en médecine générale ou les autres spécialités. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va se focaliser sur comment les jurys ils vous corrigent à travers un cas clinique. On va commencer par un cas clinique pour la voie externe et même ceux qui vont passer la voie interne, ils vont profiter des conseils lors de ce cas clinique et ceux qui vont passer la voie interne, restez vraiment jusqu'à la fin. Je vais vous montrer à travers des QCM une notion très importante. Donc ne ratez pas surtout cette vidéo et ce live et ça va vraiment vous servir le jour de l'examen. Donc, on va suivre comme d'habitude. Vous connaissez la maison, Pluri Academy, c'est surtout la pédagogie. C'est pas uniquement des QCM. On vous donne pas uniquement des QCM pour vous entraîner. On vous donne la pédagogie. On vous apprend comment raisonner, que ce soit devant les cas cliniques ou les QCM. Donc, pour les QCM, vous avez déjà découvert ça à travers notre session ouverte et notre programme pour ceux qui sont inscrits à notre programme complet. Et pour les cas cliniques, ceux qui sont déjà inscrits à nos packs complets, ils connaissent très bien ça. Et aussi ceux qui sont aussi abonnés à notre chaîne YouTube, ils connaissent un petit peu notre enchaînement pédagogique. Donc ça sera vraiment le même enchaînement. On va parler de la problématique du cas clinique. Ensuite, je vais vous montrer les sources et les références. On va vous annoncer le cas clinique et les questions. On va vous donner la réponse. Ce qui est important ce soir, c'est selon la grille de correction des jurys. L'explication détaillée de la réponse. Ensuite, les erreurs et les pièges graves à éviter. Et ça, c'est très important parce que si jamais vous mettez ça, vous aurez 0 sur toute la question. Et à la fin, on va vous montrer un résumé, un barème global et tout ce qu'il faut retenir. Donc, si vous êtes prêts, dites-moi dans le chat. Je sais très bien qu'on a un chat sur YouTube. Donc, dites-moi sur le chat pour ceux qui sont présents live avec nous. Dites-moi oui, oui, si vous êtes prêts à commencer avec le cas clinique. Alors, oui, yes, oui, oui, très bien, parfait. Alors, on commence avec le cas clinique. Donc, problématique du cas clinique, ça va intéresser les œdèmes des membres inférieurs. Insuffisance cardiaque droite, point d'interrogation. Cirrhose, point d'interrogation. Syndrome néphrotique, point d'interrogation. Donc, ça va concerner pas uniquement la cardio, ça va rejoindre aussi la néphro et un petit peu aussi la gastro avec les pathologies gastriques. Et tout le thème, ça va tout autour des œdèmes des membres inférieurs. Donc voilà la problématique du cas clinique. Il faut savoir que à travers les cas cliniques, les jurys, ils ont toujours un objectif pédagogique. Et ça, il faut le comprendre, il faut se mettre à la place des jurys. Que vous passez la voie interne ou la voie externe, il faut raisonner comme ça. Donc devant chaque cas clinique, devant chaque QCM, les jurys ils ont un objectif pédagogique et ils veulent vraiment avoir des réflexes du médecin le jour de l'examen pour le noter. On va voir ça en détail. Donc, pour nos sources,
Donc, c'est des sessions EVCF et les épreuves pratiques montrant le syndrome odémateux de 2019-2023. Il faut savoir que pas mal de questions, pas mal de cas cliniques sur le syndrome odémateux de 2019 jusqu'à 2023, que ce soit en question sur l'épreuve pratique ou fondamentale. Il n'y a pas de grande différence entre la fondamentale et la pratique, bien que théoriquement, une est fondamentale, théorique, et l'autre est pratique, mais vous aurez, vous le savez tous, vous aurez chaque année des questions de pratique dans la fondamentale, des questions de fondamentale dans la pratique, donc c'est pratiquement la même chose. Donc il y a pas mal de questions sur le raisonnement volumique, pardon, et le bloc cardio-hépatique rénal. Donc on va voir ce soir cet esprit de pathologie cardio-hépatique rénale liée et interliée. Et comme je vous ai dit, on va voir la grille de correction officielle des jurys avec attendu partiel, erreur grave. On va voir ça ensemble. Et on va utiliser les références, bien sûr, les dernières références, les dernières recommandations 2024-2025. Donc, je vous laisse euh, découvrir tout ça en détail pour ceux qui ont l'enregistrement par la suite, pour consulter les dernières recommandations et surtout adapter vos réponses en fonction de ces dernières recommandations. Et il faut savoir que ce soir, et bien sûr sur tous nos cycles, toutes les réponses ils sont adaptées selon les dernières recommandations, parce que si jamais vous ne mettez pas les dernières recommandations, vous risquez de rater des points le jour de l'examen. Donc l'énoncé, Monsieur A, 58 ans, chauffeur routier, ses antécédents sont hypertension, surpoids, IMC 31, alcool 3-4 verres par jour, tabac 25 paquets année. Il prend un traitement, mais d'une façon régulière, avec du ramipril 5 mg par jour. Et depuis 3 mois, il a pris 7 kg avec apparition d'œdèmes bilatéraux des chevilles en fin de journée et une dyspnée d'effort stade 2. Depuis 10 jours, il présente des œdèmes qui deviennent ascendants jusqu'à mi-jambe, et il présente des lourdeurs abdominales avec nicturie. Il n'y a pas de douleur thoracique. À l'examen, tension, donc les chiffres tensionnels, la fréquence cardiaque à 92 régulier, fréquence respiratoire à 18, saturation à 96. Les œdèmes, ils sont blancs, mous, prenant le godet, symétriques, concernant bien sûr les membres inférieurs, turgescence jugulaire faible en proclive, hépatomégalie discrète, signe de flot douteux, souffle systolique 2 sur 6 apex, pas de douleur rénale. Et donc ensuite on vous donne la biologie, donc vous avez tous les chiffres de la biologie, l'hémoglobine, l'albumine, la créate, la BNP, les azates, alates, etc. La bandelette urinaire avec protéinurie à 3 croix, une hématurie négative, nitriturie négative, leucocyturie négative. Et l'ECG, ça montre une HVG probable, radiothorax, cardiomégalie modérée avec discret trait de Kerley-B. Et ensuite, on vous donne une information à la fin, au bout de 48 heures, apparition d'un décollement malléolaire plus marqué, gêne abdominale croissante, pression artérielle systolique à 120, fréquence respiratoire à 22, prise de poids plus 1,5 kg malgré la restriction partielle en sel. Et les questions, donc voilà la liste des questions. Donc de la question 1 jusqu'à 7. Donc en 1, quel est le diagnostic syndromique et les 3 grandes étiologies à discuter. Ensuite, donner les examens complémentaires immédiats de première intention et ce qu'ils doivent montrer. Troisième question, à ce stade, proposer les diagnostics les plus probables, argumentés, entre parenthèses. 4, décrivez la prise en charge initiale avant résultat complet et les objectifs chiffrés. 5, l'écho abdominal confirme une acide de moyenne abondance. Quelle conduite spécifique proposez-vous? Question 6, la PCR urinaire revient à 4,2 grammes par gramme, bien sûr, albumine 23 grammes par litre, et conduite néphrologique initiale, point d'interrogation. Donc, quelle sera votre conduite néphrologique initiale? 7, quelles sont les préventions spécifiques à mettre en place selon la cause? Et la question 8, il y a une petite erreur sur l'énoncé. Malgré furosemide, Péros 40 mg par jour et régime, la perte de poids est nulle à J3. Calémie à 4,2, créate stable. Quelle adaptation proposez-vous? Objectif et sécurité. Donc voilà la liste des questions. Vous avez 8 questions pour ce cas clinique. Vous avez un cas clinique, on va dire un petit peu détaillé, avec dès le départ la biologie qui est pratiquement, on va dire, complète, et une petite évolution
au début du cas clinique. Donc, vous avez un cas clinique qui est assez costaud avec 8 questions. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de raisonner, surtout sur les réflexes. Qu'est-ce qu'il faut faire devant un cas clinique comme ça? Le premier réflexe, ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube et ceux qui sont surtout inscrits à nos cycles, ils connaissent très bien ce qu'il faut faire. Donc, première chose, il ne faut pas perdre les réflexes. Comme pour les QCM, que aussi pour, il faut appliquer la même chose pour les cas cliniques. Donc, il faut souligner les mots-clés. Donc, rapidement, sans perdre beaucoup de temps, bien sûr, mais il faut souligner les mots-clés. Donc, je vous ai souligné surtout les mots-clés sur l'écran. Donc, surtout, je pense, les mots-clés les plus importantes, et on va voir ça après en détail, c'est depuis 3 mois, bilatéraux et œdème blanc. Donc les caractéristiques des œdèmes, surtout, bien sûr, l'âge, le reste des mots-clés qui sont soulignés, c'est très important aussi, mais les plus importants, on va voir pourquoi. Ce sont ceux qui sont soulignés. Ceux qui sont en gras, ce sont importants aussi. Ceux qui sont soulignés, ce sont les mots-clés les plus importants. Donc là, sur l'évolution, malgré restriction partielle en sel, c'est très important aussi. Et sur aussi les questions, moi je vous invite à souligner aussi les mots-clés. Donc par exemple, sur la première, on va se focaliser sur la première et la deuxième question, ce qu'on va voir ensemble ce soir. Donc vous voyez très bien le diagnostic syndromique et les 3 grandes étiologiques à discuter. Donc ça, c'est les 2 premiers mots-clés. Et ensuite, sur la question 2, première intention, est-ce qu'ils doivent montrer? Donc, il faut les souligner impérativement et obligatoirement. Parce que, comme je vous ai dit, attention, 2 parties dans la question. Donc, il faut lire bien l'énoncé le jour de l'examen. Parce que là, si vous ne soulignez pas le diagnostic syndromique et ensuite les 3 grandes étiologiques à discuter, vous pouvez très bien répondre sur la première partie de la question et oublier la deuxième partie. Et ça, c'est arrivé à pas mal de candidats le jour de l'examen. Et comme ça, vous allez rater pas mal de points et vous sortirez par la suite de la salle d'examen en voyant malheureusement la deuxième partie, alors que vous avez oublié de répondre à la deuxième partie, alors que dans la majorité des cas, vous savez très bien répondre. Donc, il faut lire très bien l'énoncé des questions, souligner pour ne pas rater, pour ne pas oublier, pour ne pas zapper les deuxièmes parties, parce qu'il y a pas mal de questions. Si vous consultez les annales, il y a pas mal de questions avec 2 parties et 2 questions qui sont sur la même question. Donc, il ne faut pas vraiment passer à côté des 2 parties. Il faut souligner les mots-clés. Et on va vous montrer ce soir la grille de notation des jurys. Donc, il faut savoir que pour répondre, on va commencer à répondre à la première question. Donc, quel est le diagnostic syndromique et les 3 grandes étiologies? Donc, vous avez 2 parties dans la question. La première partie, c'est le diagnostic syndromique et on parle de diagnostic syndromique et non pas de diagnostic clinique. Et ensuite, on parle les 3 grandes étiologies à discuter. Donc, vous avez 2 parties qui sont très importantes. Et surtout, on parle de diagnostic syndromique sur la première partie. Un autre conseil aussi, qu'il ne faut pas passer à côté de ce conseil, c'est de lire toutes les questions. Donc, il ne faut pas hésiter à lire toutes les questions avant de répondre à la première question. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en lisant toutes les questions, vous allez savoir comment le cas clinique il va évoluer. Par exemple, là, vous avez l'évolution au niveau de l'écho abdominal. Par exemple, là, vous avez malgré furosémique per-os. Là aussi, on vous pose la question sur le diagnostic syndromique. Ensuite, on vous pose la question sur les examens complémentaires. Pourquoi c'est important de lire aussi les questions? La première chose, parce que parfois, on vous donne la réponse et ça va vous guider. On vous donne la réponse à la première question à travers la deuxième question. Ça va vous rafraîchir peut-être la mémoire. Ça va vous donner encore plus d'indices pour faciliter la réponse à la première question. Donc, le fait de lire toutes les questions, vous allez découvrir l'évolution du cas clinique, vous allez découvrir comment vous allez répondre et aborder la première question, la deuxième question, etc. Et la deuxième chose, c'est que vous risquez pas de répondre à la première question
à la deuxième question dans la première question. Parce que il faut savoir que les jurys, ils ont tout un raisonnement pédagogique avec les cas cliniques, donc il faut suivre vraiment ce raisonnement. Et pour ne pas tomber dans l'anarchie au niveau des réponses, il faut lire toutes les questions pour répondre vraiment à la bonne question et mettre la bonne réponse sur la bonne question. Donc un conseil très important, il faut lire toutes les questions pour vraiment vous aider au maximum le jour de l'examen. Donc, le raisonnement aux EVC face à cette première question qui concerne le diagnostic syndromique et ensuite les trois grandes étiologies à discuter devant ce diagnostic syndromique. Donc, le tableau, on est devant des œdèmes blancs bilatéraux chroniques. Comme je vous ai dit, le plus important dans les mots-clés, c'était depuis 3 mois, donc la chronicité, les œdèmes qui sont bilatéraux là, et ensuite, les caractéristiques qui sont blancs, mous, prenant le godet. Donc là, on parle d'œdèmes blancs bilatéraux chroniques. Donc on est face à ce tableau-là. Donc moi, je vous conseille de ne pas vous perdre devant les informations parce qu'ils vont vous bombarder avec les informations au niveau de l'énoncé. Donc il faut vraiment être systématique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir des tiroirs, il faut bien se préparer. Et ça, c'est l'importance de votre préparation. C'est pour avoir déjà des réflexes à l'avance, parce que le jour de l'examen, vous allez avoir la contrainte du temps aussi, et vous allez avoir pas mal d'informations dans l'énoncé. Donc, il ne faut pas se perdre dans les informations, il faut avoir des réflexes, se focaliser rapidement sur la problématique de sujet, sur le tableau face auquel vous êtes présenté, et par la suite raisonner d'une façon systématique. Bien sûr, tout ça, ça vient avec les entraînements, avec une bonne préparation, avec des réflexes et surtout aussi avec une bonne vigilance le jour de l'examen et rester surtout pratico-pratique et systématique devant les cas cliniques. Il faut raisonner en tant que médecin clinicien et non pas en tant que avec de la théorie. La théorie, elle est très importante pour la préparation, pour les tiroirs, pour un bagage énorme. Il faut entrer le jour de l'examen avec un bagage énorme, mais il ne faut pas rentrer avec un bagage mal organisé. C'est pour ça que lors de nos cycles de préparation, le plus important, c'est l'organisation. On vous donne le raisonnement, on vous donne des cours qui sont organisés. Le plus important, c'est pas de refaire tous les cours de médecine. Vous êtes déjà un médecin. Le plus important, c'est de vous donner le raisonnement clinique et de vous montrer comment il faut répondre le jour de l'examen. Et ça, c'est le plus important. Vous pouvez être un très bon médecin, mais malheureusement, la difficulté des EVC, c'est vraiment le raisonnement. C'est vraiment ce que demandent les jurys et comment donner aux jurys les mots-clés pour chasser le maximum de points et pour avoir la note complète. Donc là, je reprends, on est devant un tableau d'œdèmes blancs bilatéraux chroniques. On doit vraiment raisonner sur le caractère systémique des œdèmes. Et on va discuter par la suite pourquoi systémique pardon, et non pas local. Parce qu'il y a des œdèmes qui sont en rapport avec des maladies systémiques. Il y a des œdèmes qui sont en rapport avec des maladies, on va dire, entre guillemets, locales. Donc là, on est devant des œdèmes blancs bilatéraux chroniques. Donc ça évoque le caractère systémique des œdèmes. Donc notre orientation, ça va concerner le tableau cardio-rénal hépatique. Donc cardiaque, et on va évoquer l'insuffisance cardiaque droite globale. Rénal, le syndrome néphrotique. L'hépatique, c'est la cirrhose, l'hypertension portale, etc. Donc, cardiaque, pourquoi? La logique, notre logique. On a la rétention hydrosodée, on a les BNP augmentés. Pourquoi? Parce qu'il s'agit effectivement d'œdèmes blancs bilatéraux. Donc, la première catégorie, c'est vraiment devant ce cas clinique, c'est vraiment la catégorie des maladies cardiaques. Ensuite, rénale, vous avez la protéinurie massive, la chute d'albumine, la fuite d'eau dans l'interstitium. Pourquoi? Parce que effectivement, albumine diminuée et protéinurie augmentée, avec 3 croix. Ensuite, à la fin hépatique, vous avez l'hypoalbuminémie, la rétention, la vasodilatation splanchnique et le terrain, bien sûr. On parle de patients alcooliques, on parle de cytolyse, on trouve la cytolyse aussi au niveau de la biologie, les TP diminués. Donc voilà
comment il faut raisonner. Donc, ça, c'est le raisonnement. Donc, dans votre tête, quand vous lisez le cas clinique, quand vous lisez les questions, il faut raisonner de cette façon-là pour bien répondre. Donc là, le jury, il attend systématiquement ces trois. Donc, il attend la catégorie et les pathologies cardiaques. Il faut évoquer les pathologies cardiaques en premier, pathologie rénale et hépatique. Donc, ce bloc-là, bloc cardio-réno-hépatique, il faut vraiment l'évoquer. Et c'est ce qui attend, c'est l'objectif, c'est l'esprit de ce raisonnement et de ce cas clinique. C'est ce qui attend le jury à travers ce cas clinique et à travers l'esprit. Et sur cet esprit va se focaliser toutes les questions et toute l'évolution du cas clinique. Donc si vous ratez ce raisonnement clinique depuis le départ, malheureusement, vous allez répondre d'une façon incorrecte sur tout le cas clinique et vous allez rater tout le cas clinique malheureusement. Peut-être que vous allez répondre à quelques questions par la suite au fur et à mesure que le cas clinique avance au niveau des questions. Mais le jury, dès qu'il trouve depuis la première question que vous avez raté ce raisonnement, malheureusement, il va vraiment pas bien vous noter le jour de l'examen. Et si vous trouve que vous avez fait le bon raisonnement depuis la première question, donc là, il va dire, voilà, on est devant un médecin qui a les réflexes, qui a très bien raisonné, qui a découvert, qui a trouvé la problématique de sujet, qui sait très bien faire la prise en charge devant un patient avec ce cas clinique et avec cet énoncé. Et donc, il va vous noter déjà sur la première question. Vous n'allez pas rater le reste des questions et il va continuer à vous noter sur le reste des questions. Donc, voilà comment vous pouvez soit gagner des points le jour de l'examen, soit perdre des points. Donc, c'est vraiment la base du raisonnement sur les EVC. Donc là, on a détaillé la réponse. Je vous montre la grille officielle de notation. Donc, il faut savoir que peu importe comment vous faites et comment vous rédigez votre réponse, parce que là, je vous ai mis une petite rédaction là avec un tableau. Vous pouvez parler de raisonnement. De toute façon, vous pouvez découvrir nos corrections sur le pack complet. On va continuer à le faire sur cette mise à jour. Comment avoir le maximum, comment faire une bonne rédaction. Donc, rédigez comme vous voulez. Écrivez ce que vous voulez. Mais si vous ratez la grille à la fin, vous n'allez pas être noté. Ça, c'est très important. Donc, la grille de notation, elle est très importante. Par exemple, là, il faut savoir que ce qui est attendu par les jurys, c'est le syndrome odémateux rétention hydrosodée. Donc, le diagnostic syndromique, il faut sortir le mot syndrome odémateux rétention hydrosodée. Et là, vous aurez 0,5 sur ce mot-clé-là. Donc ça, c'est le code, il est très attendu. Donc là, on parle de 4 mots-clés qui sont très attendus. Donc cardiaque, ensuite, insuffisance cardiaque, vous pouvez rédiger ce que vous voulez, signe clinique, BNP augmenté, là, ça c'est l'explication, donc 0,5. Rénal, bien sûr, 0,5 et hépatique, 0,5. Donc vous avez une totalité de 2 points sur cette question. Vous avez des codes qui sont très attendus par les jurys sur chaque demi-point. Et il faut sortir ces quatre phrases, ces 4 mots-clés. Peu importe comment vous rédigez, bien sûr, il faut mettre une bonne rédaction avec un bon niveau de français, ça c'est sûr. Il faut mettre une copie bien organisée, très claire, avec vraiment une écriture très claire. Mais rédiger comme vous voulez à la fin, parce que le juriste, le correcteur, il va chercher ces mots-clés. Il va vous lire, si vous rédigez bien sûr, mais il va vous lire d'une façon verticale, on va dire, en chassant les mots-clés. Donc, c'est bien de mettre par exemple raisonnement, le mot raisonnement au départ, ça va donner une bonne impression au jury, ça c'est sûr, mais le plus important à la fin, c'est les points. Et c'est les mots-clés, comment on va vous noter. Donc, faites attention à tout ça. Comprenez comment les jurys ils raisonnent pour vous proposer déjà les cas cliniques et les questions, et ensuite comment le correcteur il se comporte pour vous noter, pour chasser le maximum de points
à travers vos réponses. Donc l'explication de la réponse, bien sûr, selon la Haute Autorité de Santé en 2025. Donc devant des œdèmes blancs bilatéraux, on raisonne en triade cardiaque, rénale, hépatique. Vous pouvez vous inspirer pour rédiger la réponse. Ici, donc BNP élevé, cardiomégalie oriente vers l'insuffisance cardiaque, albumine 24 grammes, etc. Il ne faut pas méconnaître un syndrome néphrotique. Et à la fin, le terrain, ça évoque aussi une étiologie hépatique possible à site à confirmer. Donc là, on passe aux erreurs et pièges graves à éviter qui vont malheureusement euh, vous donner un zéro. Donc si jamais vous faites ces erreurs, vous tombez dans ces pièges graves, malheureusement le correcteur il va vous donner zéro, il passe directement à la prochaine question. Il faut savoir que si vous donne zéro, si vous tombez dans ces pièges graves, ça va donner une mauvaise impression au correcteur sur tous le cas clinique malheureusement. Parce que comme je vous ai dit, si vous ratez le raisonnement depuis le départ, le correcteur, il va continuer à vous lire sur les prochaines questions et peut-être il va vous noter, mais ça va donner une mauvaise impression au correcteur parce que vous avez raté la chose la plus importante sur le cas clinique, c'est le syndrome, le diagnostic syndromique et les trois grandes étiologies à évoquer. Donc, il va continuer à vous noter sur le reste des questions, ça c'est sûr. Mais malheureusement, ça va vraiment vous handicaper au niveau du cas clinique. Donc là, les erreurs. Si vous mettez insuffisance veineuse banale d'emblée, par exemple, ou si vous mettez phlébite alors qu'il n'y a aucun signe local unilatéral, si vous mettez œdème allergique, ça malheureusement c'est très grave et c'est parmi les erreurs qui vont vraiment vous donner un zéro sur toute la réponse. Pourquoi? Parce qu'insuffisance veineuse chronique, pourquoi c'est faux ici? Elle donne des œdèmes le soir, localisés, peau brunâtre, varicosité, évolution très lente, pas 7 kg de prise hydrique. Et pourquoi zéro? Parce que pour les jurys, c'est trop superficiel et non systémique. Comme je vous ai dit, devant des œdèmes bilatéraux, il faut raisonner sur les pathologies systémiques. Donc si vous dites insuffisance veineuse chronique, malheureusement, c'est trop superficiel, vous n'avez pas compris la question. Phlébite, pareil. Donc, c'est un œdème unilatéral alors que là, c'est bilatéral, symétrique, donc incompatible. Et l'œdème allergique ou œdème de Quincke, c'est pareil aussi. C'est un œdème dur, soudain, alors que les œdèmes, ils sont mous, blancs, gardant le godet. Donc, ça, c'est la logique de l'hydrocédé plutôt. Donc, vous voyez comment, si vous tombez dans ces trois pièges, vous allez avoir zéro sur toute la question, malheureusement. Donc, ces trois hypothèses montrent que le candidat n'a pas compris le problème pour les jurys et c'est zéro. Il faut savoir que ces précisions, les jurys, ils donnent ces précisions sur la grille officielle de la correction au correcteur. Donc, ils vont leur donner cette grille-là au niveau de la notation, ils vont leur donner aussi les erreurs et les pièges graves à éviter. Pour leur dire que si jamais le candidat, il vous met ça et tombe dans ces erreurs, il faut noter zéro et passer directement. Même si, par exemple, vous évoquez le mot syndrome odémateux, vous évoquez cardiaque, vous mettez cardiaque rénal, et à la fin, vous mettez, par exemple, une insuffisance veineuse banale, elle peut être évoquée, ou une phlébite, etc., un œdème allergique. Dans ce cas-là, malheureusement, c'est parmi les pièges graves qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges, et pour les jurys, pour le correcteur, il faut mettre un zéro. Donc, faites attention. Il faut savoir comment les jurys corrigent, il faut savoir ce qu'ils attendent, il faut savoir aussi qu'il y a des pièges, il faut savoir qu'il y a des PMZ. Si vous ne mettez pas, vous aurez zéro. Par exemple, là, le PMZ sur cette question, ça va être le diagnostic syndromique, ça va être le raisonnement clinique, tout le raisonnement clinique. Donc, si vous ne mettez pas syndrome odémateux, vous allez avoir zéro, ça c'est sûr, il va passer directement. Même si vous parlez de cardiaque, rénal, hépatique, vous tournez tout autour de la réponse, mais vous n'avez pas sorti le mot syndrome odémateux. Donc ça, c'est un PMZ. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des erreurs et des pièges à éviter. Si vous mettez ces pièges, si vous mettez ces erreurs, vous allez avoir zéro aussi. Donc, il y a des choses à mettre pour éviter le zéro. Ce sont les PMZ, les pas mis zéro. Il y a des choses à éviter pour éviter le zéro. Alors, un petit résumé du raisonnement clinique. Le noyau attendu du jury, c'est le syndrome odémato-hydrosodé, comme je vous ai dit, analyser la triade systémique, cardiaque, rénale, hépatique,
et ne pas tomber dans les pièges qui sont l'insuffisance veineuse, la phlébite, l'allergique, et ça, vous allez avoir zéro. Donc voilà, je pense que c'est très clair au niveau du raisonnement devant ce cas clinique. Il faut savoir que c'est comme ça que les jurys ils vous corrigent au niveau des cas cliniques. Et on va voir tout ça tout au long de ce programme qui sera dédié à la voie externe cette année. On va voir devant chaque question de cas clinique, on va voir comment les jurys vous corrigent le jour de l'examen et comment il faut raisonner. Donc les phrases clés à retenir pour ce cas clinique, pour les EVC, donc face à des œdèmes blancs bilatéraux, le diagnostic il est toujours systémique, cardiaque, rénal, hépatique, et toute réponse locale, malheureusement, elle aura zéro. Donc question 2. On va passer à la question 2, donner les examens complémentaires immédiats. Première intention, donc là, c'est très important le mot immédiat et le mot première intention. Donc on parle d'examen complémentaire de première intention. Parle pas de tous les examens complémentaires et ça c'est très important, vous aurez pas mal de questions là-dessus, vous allez le remarquer sur les annales. Et ensuite une deuxième partie aussi, donc là encore une fois deux parties dans la question, ce qu'ils doivent montrer. Donc si vous mettez juste vous citez les examens complémentaires, vous allez avoir la moitié de la note. Donc il faut faire attention le jour de l'examen aussi aux mots. Est-ce qu'on vous demande de donner, de citer, de détailler? Qu'est-ce qu'on vous demande exactement? Et ça, c'est très important. Donc là, encore une fois, attention, deux parties dans la question. Lisez bien l'énoncé le jour de l'examen et on va vous montrer aussi sur cette question la grille de notation des jurys. Donc l'objectif des jurys, devant un syndrome odémateux bilatéral, il faut, première chose pour cette question, confirmer la cause systémique, cardiaque, rénale, hépatique. Deuxième chose qui est très importante, c'est sécuriser le traitement si on envisage des diurétiques. Donc voilà l'objectif pédagogique des jurys à travers cette question. Comme je vous ai dit, pour chaque question, il y a un objectif précis au niveau de la correction et au niveau du raisonnement des jurys. Donc voilà les deux objectifs. Donc pour satisfaire et pour aboutir à ces objectifs, donc vous allez citer BNP, NT-proBNP et l'échocardiographie. Pourquoi? Parce que ça va permettre de confirmer ou infirmer l'insuffisance cardiaque. Et vous allez aussi, bien sûr, pas oublier la deuxième partie de la question, ce que l'écho doit préciser. Donc FOVG, la fonction du FVG, fonction du VD, la pression artérielle pulmonaire systolique et signification. Donc devant chaque item, vous avez par exemple pour la fonction du VG l'insuffisance cardiaque avec un FOVG réduite ou préservée. La fonction du VD, est-ce qu'elle est si congestion droite importante? La pression artérielle pulmonaire systolique dépiste une HTP post-capillaire. Et les valvulopathies aussi, on va aller voir à l'écho, mitral tricuspide. Ce sont des causes fréquentes d'insuffisance cardiaque et d'œdème. Donc, ça, c'est la priorité. En première intention, premier point à évoquer, c'est les BNP, les l'échocœur. La clinique, elle évoque déjà une surcharge, donc BNP augmentée. Donc les BNP, ils sont déjà faites. Donc ça, c'est sûr. Donc l'écho, elle confirme l'insuffisance cardiaque. Donc là, on parle d'échographie, d'échocardiographie pour confirmer l'insuffisance cardiaque. Ensuite, la quantification de la protéinurie pour confirmer ou éliminer un syndrome néphrotique. Donc, on va voir la protéinurie de 24 heures ou PCR, bien sûr, protéinurie sur la créatinurie. Et l'interprétation, c'est supérieur ou égal à 3 grammes par 24 heures. Et on parle de syndrome néphrotique. Donc la bandelette urinaire seule ne suffit jamais. Donc vous avez sur le cas clinique, déjà, vous avez le résultat de la bandelette urinaire. Donc ça, c'est pas suffisant. Donc il faut faire, et comme je vous ai dit, vous avez déjà le résultat de BNP normalement. Donc voilà. Alors, vous avez... Alors, les BNP, elles sont où? Ah oui, on vous a pas donné encore les... Ah si, si, ils sont là. Donc, les BNP. Donc, les BNP, ils sont augmentés à 980.
Donc, vous avez déjà BNP, donc on a dit sur la première question, on rajoute l'échocardiographie du cœur. Et ensuite, donc la bandelette urinaire seule ne suffit jamais. Donc, le jury veut une mesure quantitative, pas juste trois croix pour la protéinurie. Donc, il faut demander la protéinurie 24 heures ou bien la PCR. Ensuite, bilan hépatique, échocardiographie abdominale. Donc, le bilan hépatique, c'était déjà fait. Il faut savoir que on a déjà normalement quelques éléments du bilan hépatique. Vous avez les azates, les lalates, gamma-GT, donc voilà, TP aussi. Donc là, il faut rajouter l'échographie abdominale. Donc l'échographie abdominale, pour explorer l'étiologie hépatique, cirrhose, hypertension portale. Donc albumine, l'élément albumine TP répété suivi de la synthèse hépatique, alatazate, gamma-GT, activité hépatique, et l'échographie. Donc ça, c'est déjà fait. Échographie abdominale, rechercher l'hépatomégalie, stéatose, acide, HTP. Donc voilà ce qu'il faut donner aussi sur la deuxième partie de la question pour répondre à toute la question. Là, vous avez un terrain d'alcoolique présent, TP bas, enzyme élevée. Quatrième chose, c'est l'iono, urée, créate, calémie, sodium urinaire au besoin. C'est la partie sécurité au traitement diurétique. Alors, sur le cas clinique, normalement, on vous a donné quelques éléments, mais il faut vraiment donner le reste des éléments qui ne sont pas donnés sur le cas clinique. Alors, sur le cas clinique, alors vous avez l'hémoglobine, l'albumine, créate, vous avez la créate déjà. Donc, l'iono, vous l'avez pas normalement, l'iono. Je vois pas d'iono. Et donc, il faut juste, donc le reste, il faut demander le reste du bilan avec l'iono sanguin, l'iono urinaire. Et ça, c'est pour sécuriser le traitement. Donc, pour sécuriser la partie, pour la partie sécurité du traitement diurétique. Donc, pourquoi? Parce que si on veut prescrire des diurétiques, il faut d'abord vérifier natriémie, kaliémie, la natriémie, risque d'hypocalémie, hypercalémie, trouble du rythme. La créate aussi, on a déjà la créate, tolérance rénale aux diurétiques, mais n'hésitez pas à refaire aussi un contrôle de la créate et la natriémie urinaire, si œdème résistant oriente l'origine rénale ou cardiaque. Donc, c'est obligatoire pour éviter les iatrogénies et le jury va vous valoriser systématiquement. Ça va donner une bonne impression si vous parlez de cette sécurité pour avant de prescrire les diurétiques. Donc voilà la grille pour cette deuxième question. Donc comme d'habitude, ce qui est attendu avec les points correspondants, le code de jury et les détails, bien sûr, parce que vous avez deux parties sur la question. Donc on vous fait un petit résumé. Donc comme d'habitude, rédigez comme vous voulez. Mais il faut savoir que vous allez avoir la note sur ces mots-clés. Donc échocardiographie 0,75. Là, par exemple, il faut mettre BNP déjà fait. Donc, vous pouvez soit mettre BNP déjà fait ou bien directement échocardiographie. De toute façon, vous n'allez pas rater. Mais l'idéal, c'est de mettre cette réponse-là. Donc, déjà fait, ce qui est déjà fait, et ensuite, vous rajoutez ce qu'on doit faire par la suite. Donc, on va commencer par l'écho-cœur, le bilan urinaire, ensuite le bilan hépatique. On a déjà des éléments, l'écho-abdo, et à la fin, la sécurité pour les diurétiques. Donc là, par exemple, 0,75, vous avez l'écho-cœur, c'est la plus importante, donc 0,75, attendu, 0,5 sur la deuxième, attendu, 0,5 ensuite, et la quatrième, c'est 0,25. C'est pas très attendu, c'est partiellement attendu par les jurys. Si vous oubliez ça, c'est pas très grave, vous allez rater uniquement 0,25, parce que c'est vraiment pour la sécurité diurétique, mais si vous le mettez, ça va donner une bonne impression et vous allez être valorisé par les jurys. Donc le correcteur, ça va lui donner une bonne impression et le correcteur, il va vous noter, il va vous corriger tout l'examen par la suite, les prochaines cas cliniques. Donc il va vraiment vous corriger dans le bon sens pour le reste du cas clinique. Donc la totalité de 2 points, voilà comment ils vont vous noter.
en fonction de vos mots-clés. Ils vont chasser les mots-clés à chaque fois. Donc l'explication, bien sûr, selon les dernières recommandations, la priorité, c'est d'objectiver le retentissement cardiaque avec l'écho, quantifier la protéinurie PCR de 24 heures, euh, PCR ou bien 24 heures pour confirmer le syndrome néphrotique, bien sûr supérieur ou égal à 3 grammes par 24 heures, et l'écho abdo recherchera l'acide et les signes d'HTP. L'erreur et les pièges graves à éviter. Comment vous allez avoir zéro, malheureusement, si vous mettez scanner d'emblée sans orientation, si vous ignorez l'écho cardiaque, ça c'est un PMZ, comme je vous ai dit, il y a des PMZ, il y a des erreurs. La PMZ, c'est les coqueurs. Donc, si vous mettez bilan urinaire, albumine, iono, même la sécurité diurétique, et vous oubliez l'échocardiographie, vous allez avoir zéro. Donc, celle-là, c'est un PMZ. Donc, oublier zapper les coqueurs, c'est un PMZ zéro. Mettre scanner d'emblée sans orientation, zéro. Se contenter d'une BU aussi et ne pas rajouter le reste aussi du bilan, donc c'est un zéro. Donc là, il faut rajouter la protéinurie de 24 heures. Donc pour résumer, éco-cœur et protéinurie de 24 heures au PCR, c'est un PMZ. Ce sont les deux PMZ. Même si vous avez 0,60K sur la première et 0,5 sur la deuxième, mais les deux, ils sont PMZ. PMZ, c'est-à-dire parmi 0. Alors, les erreurs éliminatoires, donc dans la question 2, ces réponses, elles obtiennent 0 point, car elles montrent que le raisonnement, il est non systémique, malheureusement, encore une fois. Donc, les erreurs graves, mettre un scanner thoracique ou un scanner abdominal d'emblée, donc ne pas commencer, il faut commencer directement, même que le scanner, par exemple, là, on doit mettre une écho abdo et non pas un scanner. Donc, si vous mettez un scanner abdominal d'emblée, un scanner thoracique d'emblée, c'est trop tôt, c'est non orienté. Voilà pourquoi c'est faux. Et c'est pas indiqué avant l'écho cardiaque, avant l'écho abdominal. Donc, sachant que, il faut savoir que sur la question, il ne faut pas oublier qu'on vous parle d'examen complémentaire immédiat de première intention. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi que c'est faux, c'est absolument faux de mettre directement et d'emblée un scanner thoracique, demander un scanner thoracique ou abdominal d'emblée. Se contenter d'une BU aussi, la BU ne quantifie pas, elle ne permet pas le diagnostic de syndrome néphrotique. Ne pas demander l'échocardiographie, c'est un PMZ, comme je vous ai dit, c'est une erreur grave. On passe à côté de l'insuffisance cardiaque, c'est très grave pour les jurys. Cela élimine la compréhension du cas. Donc, même si vous avez bien répondu à la première question, là, par exemple, sur les examens complémentaires, vous n'avez pas bien raisonné. Donc, c'est une erreur grave. Et diagnostiquer une insuffisance veineuse banale et ne rien explorer, ça c'est hors sujet, malheureusement. Donc si vous mettez insuffisance veineuse banale sur la première question, malheureusement sur la deuxième question, vous allez pas trouver comment explorer, ne rien explorer. Vous n'allez pas mettre tous ces examens complémentaires. Donc ça c'est pour les jurys, c'est hors sujet, c'est local. Vous avez pensé devant une pathologie systémique, vous avez la considérer comme une pathologie locale. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous ratez la première question, malheureusement, ça va donner une mauvaise impression et vous allez rater normalement pas mal de points sur le reste des questions. Donc faites attention, vraiment faites attention à l'énoncer le jour de l'examen et surtout, soyez un clinicien et raisonnez vraiment d'une façon ordonnée, d'une façon organisée et soyez systématique devant les questions. Alors, la phrase clé à mémoriser pour la question 2, donc œdème bilatéraux, confirmer l'insuffisance cardiaque par échocardiographie, quantifier la protéinurie, évaluer la fonction hépatique, sécuriser les diurétiques par bilan ional, voilà ce qu'il faut retenir. Et toute imagerie non orientée, malheureusement, c'est zéro. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas demander des scanners thoraciques, des scanners abdominaux, et ça, c'est très important pour les jurys, parce que ça montre que vous avez les réflexes et que vous êtes familiarisé avec l'application de la médecine en France, les recommandations en France, parce qu'en France, toute imagerie qui est non orientée, et même dans d'autres pays aussi, mais surtout avec les recommandations européennes et françaises, toute imagerie non orientée, malheureusement, c'est zéro. Il ne faut pas demander des examens d'imagerie non orientés sans aucune, on va dire, explication, et surtout d'emblée, avant de commencer par les examens de première intention.
Donc voilà notre cadeau pour la voie externe. On vous a montré les deux premières questions, pardon, la grille, comment les jurys ils vous corrigent, comment vous devez raisonner. Donc je vous invite à répondre en commentaire sur le reste des cas cliniques. On a pas mal de questions. Vous avez déjà 8 questions, je pense. Donc voilà. On a 8 questions sur le reste du cas clinique. Donc répondez, laissez-nous un commentaire. Essayez de simuler les conditions de l'examen si vous passez la voie externe pour la médecine générale en 2025. Et essayez de nous donner les réponses aux questions. Donc vous mettez réponse à la question par exemple 3 et vous mettez un commentaire. Ensuite réponse à la question 4 et vous mettez un commentaire. Et notre équipe, elle va suivre les commentaires et vous répondre aussi au fur et à mesure. Mettez des likes, partagez avec vos collègues. Vous voyez très bien que c'est très important. Vraiment, c'est notre petit cadeau pour la session 2025, c'est de vous montrer un petit extrait de comment les jurys vous corrigent. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Et un petit cadeau pour la voie interne, comme je vous ai dit, on ne va pas vous oublier, même pour cette session. Donc, on va vous montrer sur la suite de la vidéo, on n'a pas encore fini, on va vous montrer une session de réponse en QCM. On va vous rajouter 3 QCM aujourd'hui et on a déjà fait une session, comme je vous ai dit, de réponse en QCM. Donc, je vous invite à la regarder. Vous avez sur la chaîne YouTube une session de 2 heures moins quart pour les QCM et tout un programme aussi qui est dédié pour la voie interne, même si aussi la voie externe, ils sont concernés par ce programme, mais ce sont des sessions d'entraînement sur des QCM avec un examen blanc et ça va concerner toutes les spécialités qui sont couvertes par nos cycles de préparation. Donc, on va enchaîner avec les QCM et ceux qui passent la voie externe, restez avec nous parce que c'est très important aussi pour mémoriser. On va faire quelques rappels des cours aussi au fur et à mesure. C'est très important. Donc, restez avec nous pour la suite de la vidéo. Ça va vraiment vous servir aussi. Donc, QCM numéro 1, chez un patient présentant des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs, un BNP à 1400 picogrammes par millilitre signifie A. Une élévation en faveur d'une congestion cardiaque. B. Un marqueur spécifique d'infarctus de myocarde. C. Peut être normal en cas d'insuffisance cardiaque avancée. D. S'interprète toujours en lien avec le contexte clinique. Et E. Il est inutile si la radiographie thoracique elle est normale. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion pour raisonner sur ce QCM. Vous pouvez nous laisser vos réponses en commentaire sur le chat. Alors, vous voyez très bien. Alors, ceux qui sont avec nous, ceux qui ont suivi la session ouverte ou qui sont avec nous sur le programme, ils savent très bien qu'il y a un premier réflexe avant de commencer à répondre. Alors, je vois déjà quelques réponses. Bravo pour ceux qui ont bien répondu. Je vois quelques bonnes réponses aussi. Mais il y a un petit réflexe aussi à commencer. Il faut commencer exactement. Bravo, je vois la bonne réponse. Le réflexe, c'est de souligner les mots-clés. Effectivement, les réflexes, c'est de souligner les mots-clés. Donc, chez un patient présentant des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs, là, vous avez les mots-clés œdèmes bilatéraux, BNP à 1400 et aussi le mot signifie. Donc là, on parle de signification. Qu'est-ce que les œdèmes avec un BNP augmenté, qu'est-ce que cela signifie? Et il faut savoir que ce type de QCM, ça rentre dans, c'est pas les petits cas cliniques, c'est plutôt les QCM théoriques avec l'esprit pratique. On a vu pratiquement tous les types de QCM. Je vous invite encore une fois à regarder la session qui est ouverte sur YouTube pour la voie interne. Donc sur les propositions, n'hésitez pas aussi à souligner les mots-clés. Donc congestion cardiaque, c'est un mot-clé, marqueur spécifique. Euh, En cas d'insuffisance cardiaque avancée, on a oublié de souligner le mot-clé en cas d'insuffisance cardiaque avancée sur la proposition C. Toujours, le mot toujours, faites attention à ces mots le jour de l'examen pour ceux qui vont passer la voie interne, le mot toujours, le mot uniquement, le mot systématique.
inutile si la radiographie, donc là vous soulignez la condition, si la radiographie thoracique elle est normale. Donc les bonnes réponses c'est A, D. Donc une élévation en faveur d'une congestion et s'interprète toujours en lien avec le contexte clinique. Voilà les bonnes réponses. Alors l'explication pour le A c'est vrai. Pourquoi? Parce que BNP augmenté ça veut dire distension myocardique et donc surcharge volumique, c'est-à-dire insuffisance cardiaque. Et pour le D, c'est une interprétation toujours contextualisée. Donc il faut prendre en considération l'âge, la fonction rénale, le poids, la dyspnée. Le B, c'est faux, c'est pas spécifique des DM. Le C, c'est faux aussi, le BNP reste élevé dans l'insuffisance cardiaque chronique. Et le E, c'est faux, on ne supprime jamais BNP parce que la radio, elle est normale. Donc vous voyez très bien, elle est inutile. C'est la radiographie thoracique, radio-pulmonaire, elle est normale? Non, c'est pas inutile. C'est toujours utile. Donc je vous laisse quelques seuils rapides à mémoriser pour le BNP, quelques petits rappels de cours qui sont utiles pour la voie interne et la voie externe. Donc BNP supérieur à 100 suspects, BNP supérieur à 450, 500 très en faveur et pour tout âge en urgence supérieur à 300 pour le NT pro BNP et supérieur à 900 en situation non urgente pour les patients supérieurs à 50 ans. Le barème, alors si vous demandez le barème pour ce QCM, je vous invite à regarder la session gratuite QCM ou bien de vous inscrire sur notre programme complet. On a fait sur la session gratuite vraiment tout ce qu'il faut vous donner pour le barème sur pas mal de QCM, sur les QCM qu'on a traités ensemble, comment les jurys vous corrigent. Donc je vous invite à regarder cette session gratuite ou aussi si cela vous va pour s'inscrire à notre programme complet de voie interne pour la médecine générale ou les autres spécialités si vous avez une autre spécialité. Alors, QCM numéro 2, et là sur le thème, on va voir le diagnostic syndromique et les grandes étiologies à discuter. Donc voilà le thème général. Donc vraiment on rejoint le même cas clinique pour la voie externe, on le rejoint avec des QCM. Et je vais vous expliquer à la fin pourquoi on fait ça. Donc, un homme de 58 ans présente des œdèmes blancs bilatéraux avec prise de poids, dyspnée d'effort, albumine à 24 grammes, protéinurie à 3 croix, BNP 980, élévation modérée des enzymes hépatiques, TP à 70%. Quel est le raisonnement diagnostique correct? A. Insuffisance veineuse chronique. B. Œdème allergique. C. Syndrome œdémato-hydrosodé. D. Insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, étiologie hépatique à discuter. E. Phlébite des membres inférieurs. Je vous laisse quelques temps pour raisonner. Je sais très bien qu'il y a c'est fait exprès que ce QCM, il peut donner une petite confusion ou poser un petit problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous laisse le temps de raisonner et aussi pour proposer quelques réponses sur le chat. Alors, je vois la réponse C. Je vois la réponse D. Je vois C, D. Je vois ACD, alors malheureusement, non, le ACD, impossible. Alors, je vois pas mal de C, pas mal de D, pas mal, quelques CD. Alors, bravo pour ceux qui ont répondu. Effectivement, ça pose un petit peu problème, on va voir pourquoi. Déjà, il faut pas oublier, il faut pas oublier nos réflexes. Donc, les réflexes, 58 ans, l'âge, les œdèmes blancs bilatéraux, donc ça va vous sauver. Souligner les caractéristiques des œdèmes avec le résultat de la bio, surtout les caractéristiques des œdèmes, ça va vous sauver. Ensuite, vous avez le mot quel. Et ce mot quel, il est au singulier, il n'y a pas un S. Et vous avez le mot raisonnement diagnostique correct. Ensuite, donc, vous avez chronique, allergique, syndrome œdémato-hydrosodé, étiologie hépatique à discuter et phlébite. Donc ça, pourquoi je vous ai dit que ça peut poser une confusion ce QCM? Parce que là, vous avez quel est le raisonnement. Donc, vous pouvez comprendre qu'on attend et qu'il faut sélectionner une seule réponse. Alors que, et c'est fait exprès, ce QCM, ce type de QCM, il fait partie des QCM mal posés, malheureusement. Et vous pouvez avoir, alors,
je pense qu'ils vont faire vraiment le tri, ils vont éviter de vous montrer le jour de l'examen, de vous donner des QCM mal posés, mais ce type de QCM, ça peut échapper malheureusement au tri et vous pouvez avoir ce genre de QCM et c'est pour ça d'ailleurs, c'est fait exprès. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai donné ce QCM pour vraiment vous donner une idée, éviter les surprises le jour de l'examen. Et d'ailleurs, on fait que ça sur le programme complet pour la voie interne. On leur donne tout, on leur donne tout ce qu'il faut, tous les pièges à éviter pour les entraîner au maximum et pour leur donner toutes les chances d'exceller le jour de l'examen. Et ça fait partie des QCM effectivement. Donc là, raisonnement diagnostic correct. Donc vous avez sur les réponses, vous avez le C, c'est exact, et le D aussi, ça peut être juste. Alors que malheureusement, sur la question, sur l'énoncé de la question, vous avez quel est le raisonnement. Alors, si on vous demande quel est le raisonnement, on peut vous demander aussi dans d'autres QCM quel est le traitement ou quelle est la prise en charge, plutôt que le traitement, quelle est la prise en charge thérapeutique. Il faut pas, et mon conseil, il faut pas hésiter à sélectionner plus qu'une seule proposition si vous êtes sûr à 100%. Alors, soit vous êtes sûr, soit vous n'êtes pas sûr. Soit vous, devant ce type de QCM, soit vous avez la réponse, soit vous n'avez pas la réponse. Si vous êtes sûr à 100% qu'il y en a deux réponses exactes, même si vous avez le mot quel est le raisonnement diagnostic correct, il ne faut pas hésiter à sélectionner deux réponses. À quel moment il faut absolument sélectionner une seule réponse si vous avez là, par exemple, entre parenthèses, à la fin, donc vous avez quel est le raisonnement diagnostic correct, et à la fin, entre parenthèses, une seule réponse, elle est exacte ou elle est attendue. Dans ce cas-là, il faut stopper, il faut mettre une seule réponse. Donc il faut décider entre la C et la D, il faut mettre une des deux. Alors que là, devant ce QCM, la proposition C, elle est exacte, elle est juste, elle est correcte. Et la proposition D, elle est aussi bien, aussi correcte. Il n'y a pas de doute, malheureusement. La proposition C est 100% exacte. La proposition D, c'est 100% exact. Et sur l'énoncé, c'est pas très clair. Donc, c'est vrai qu'il y en a le mot quel est le raisonnement, mais on parle de raisonnement. On ne parle pas quel est le traitement, quelle est la molécule. Non, c'est vraiment quel est le raisonnement diagnostique. Donc, raisonnement, c'est un item très, on va dire, très vaste, très global. Donc, ça peut englober deux propositions, même si l'énoncé, c'est en format singulier, sans S. Je vous ai dit encore une fois, donc les réponses exactes, c'est CD, effectivement. Bravo pour ceux qui ont pris le courage pour mettre CD. Alors, encore une fois, le jour de l'examen, c'est en fonction aussi de vos réponses sur le QCM. Si vous avez pris beaucoup de risques le jour de l'examen, évitez ce genre de risque. Mais si vous êtes sûr à 100%, il faut pas hésiter à le faire. Et encore une fois, ce genre de QCM, ça fait partie des QCM mal posés. Normalement, vous ne devez pas avoir ce type de QCM mal posé le jour de l'examen. Donc, soit vous aurez entre parenthèses une ou plusieurs réponses peuvent être exactes, par exemple, pour vous rajouter une petite clarification, une petite spécificité sur ce QCM. Donc, mais faites attention. Vous pouvez avoir malheureusement ce type de QCM si jamais ça échappe au tri. Et ce qui va trancher vraiment, c'est si jamais on vous rajoute entre parenthèses une seule proposition, elle est exacte. Alors malheureusement, si on vous rajoute ça sur le QCM, je ne sais pas quelle proposition dans ce cas-là il faut décider de mettre. Je ne pense pas que si jamais on vous donne une seule proposition, elle est exacte, ils ne vont pas garder la proposition C et D avec ce format. Donc ils vont faire un petit changement pour que à la fin on va sélectionner une seule proposition. Donc ils vont rajouter quelques précisions pour fausser la réponse C ou pour fausser la réponse D, comme ça vous aurez une seule réponse exacte. Mais sur ce QCM, avec ce format, avec ces propositions, la proposition C, elle est exacte, elle est juste, elle est correcte, il n'y a pas de doute. Et la réponse D, elle est exacte, elle est correcte, il n'y a pas de doute aussi.
Donc l'explication. Alors l'explication, je vous invite à voir le cas clinique qu'on a vu ensemble pour la voie externe. On va enchaîner avec le troisième QCM et je vais vous expliquer encore une fois une notion très importante pour ceux qui vont passer la voie interne. Donc à la fin de ce troisième QCM. Donc troisième QCM, le dernier, on va évoquer le thème examen complémentaire immédiat. Alors, avant de continuer, dites oui dans le chat si vous aimez très bien, si vous avez vraiment apprécié le raisonnement, comment on vous pose comment on aborde cette séance ensemble. Dites oui dans le chat si cela vous va. Alors oui, parfait, oui, oui, excellent docteur, alors très bien, parfait. Donc on avance. Quels examens sont prioritaires en première intention devant ce syndrome odémateux? Donc A, scanner thoraco-abdominal sans indication. B, échocardiographie pour évaluer FOVG, VD, valve, pression artérielle pulmonaire. PCR urinaire en CO-protéinurie 24 heures pour quantifier la perte protéique. Écho abdominal, albumine, TP répété. Ionogramme sanguin, créatinine, calémie avant les diurétiques. Donc je vous laisse un petit temps pour réfléchir sur ce QCM. Donc là, il n'y a pas il y a pas de problème. Vous avez quel examen à la fin S sans prioritaire en première intention. On parle toujours d'examen de première intention. Alors, donc, les réflexes, lisez les QCM interliés. Donc, vous avez remarqué que ce QCM, c'est la suite du QCM précédent. Donc là, on vous donne un homme de 58 ans, premier énoncé. Ensuite, on vous pose la question sur le QCM d'après. Quels examens sont prioritaires devant ce syndrome odémateux? Alors, un conseil, on a vu ça en détail sur la session live et sur surtout le programme, à l'intérieur de notre programme pour la voie interne. On parle là de cas fil rouge, ce qu'on appelle les cas cliniques fil rouge. On a fait toute la première session je pense, la première ou la deuxième. Je pense que c'est la première session sur deux cas cliniques fil rouge. Ce sont des QCM en fait qui sont interliés. Donc vous avez un cas clinique qui évolue au fur et à mesure sur pas mal de QCM qui sont interliés. Et mon conseil, c'est de lire rapidement les QCM interliés. Donc, devant les QCM le jour de l'examen, je vous invite à lire le premier QCM, ensuite vous lisez le deuxième. Si vous trouvez un lien, vous continuez à lire. Si vous ne trouvez pas de lien, vous répondez au premier QCM. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si jamais ils sont interliés et si vous lisez la totalité du cas clinique, c'est exactement la même chose. Ça va se passer comme si vous êtes devant un cas clinique pour la voie externe. Comme je vous ai dit au début de cette séance, de cette session live, pour la voie externe, il faut lire toutes les questions. Ça va vous permettre de rafraîchir la mémoire, de savoir le cas clinique, où est-ce qu'il évolue au fur et à mesure. Et ça va vous donner la réponse aussi sur les questions. C'est vraiment et c'est exactement la même chose pour le QCM, parce que là, par exemple, on va prendre l'exemple de ce QCM-là. Là, on vous dit en première intention devant ce syndrome odémateux. Donc là, on parle de syndrome odémateux. Et donc, ça va aider énormément pour le QCM2. Sur le QCM2, celui-là, on vous pose la question, quel est le raisonnement diagnostique correct? Et là, on vous donne sur la proposition C le syndrome odémateux. Donc là, ça va vous rafraîchir la mémoire et ça va vous donner un indice que la proposition C, elle est presque, bon, c'est vrai qu'il y a le mot hydrosodé qui est rajouté, mais presque à 90%, c'est la bonne réponse. Donc là, ça va vous donner un petit indice pour sélectionner la réponse C comme réponse exacte sur le premier QCM. Et ça, c'est très important. Donc, faut pas perdre le temps c'est pas une perte de temps, c'est de lire rapidement pour vraiment savoir où est-ce qu'on est avec l'évolution du cas clinique et pour vous rafraîchir la mémoire et pourquoi pas vous orienter, vous donner quelques indices pour donner la bonne réponse sur tous les QCM. Donc voilà mon conseil pour si jamais vous aurez des QCM interliés. Deuxième conseil, c'est toujours les réflexes. Donc souligner les mots-clés.
Quel examen? Donc, on parle de mots-clés prioritaires, première intention. Ensuite, vous avez sans indication pour évaluer FOBG, VD, valve, pression artérielle, quantifier la perte protéique et le petit mot ou aussi. Donc, on parle de PCR ou bien protéinurie. Ça, c'est très important. C'est pas les deux. Il y a une grande différence entre le ou et le et. Ensuite, vous avez répété, vous avez avant les diurétiques. Donc, c'est très simple. Les bonnes réponses, c'est B, C, D, E. Donc, écho-cœur pour évaluer, c'est vrai. PCR ou protéinurie, c'est vrai. Écho abdominal et albumine répété, c'est vrai. Et iono avec créate, calémie avant les diurétiques, c'est vrai. L'explication, alors voilà, et ça c'est mon dernier conseil, c'est mon dernier cadeau. Voilà pourquoi qu'on le dit et qu'on le répète. Depuis l'annonce d'examen sous forme de QCM pour la voie interne cette année, on a dit que ceux qui vont passer la voie interne, il faut maîtriser, il ne faut pas zapper les cas cliniques, les annales. Il faut vraiment faire la même préparation et vraiment, il faut calquer de la même préparation pour les cas cliniques. Et ça, quand on l'a dit, on a reçu pas mal de candidats qui nous ont dit non, ça ne sera pas la même chose, non, c'est pas vrai. Alors que vous voyez très bien à travers ce cas clinique, on a vu le cas clinique pour la voie externe et on a vu ensuite le QCM. Si vous avez bien, par exemple, on va prendre l'exemple d'un candidat qui va se présenter à la voie interne et qui s'est préparé avant de rentrer le jour de l'examen à ce type de cas clinique, par exemple. Il a préparé la question numéro 1 et la question numéro 2 et il a bien fait la part des choses pour le diagnostic syndromique, les trois grandes lignes, les examens complémentaires immédiats de première intention, ce qu'ils doivent montrer, etc., les pièges à éviter. Donc, si jamais il s'est préparé avec cette méthode-là, et c'est ce qu'on fait dans nos programmes. Par exemple, éviter les pièges, le scanner, ignorer les coqueurs. Donc, par exemple, sur cette question-là, sur ce QCM, si jamais il aura un QCM similaire ou pareil le jour de l'examen, il va absolument répondre d'une façon très simple et très facile. Donc, il va trouver ce QCM comme très facile. Donc, là, devant ce QCM, après le cas clinique, certainement, vous allez remarquer que ce QCM, il est très facile. Peut-être à son niveau, vous allez douter du niveau de ce QCM. Alors que si on prend un candidat qui n'a pas travaillé le cas clinique, qui n'a pas fait le cas clinique, qui n'a pas fait attention aux pièges à éviter, il va peut-être trouver ce QCM avec pas mal de pièges, avec pas mal de choses, on va dire, qui vont lui donner une confusion au niveau de la réponse. Il va perdre, même s'il va trouver la bonne réponse, peut-être qu'il va perdre beaucoup de temps pour trouver la bonne réponse, etc., etc. Donc là, c'est pour vous dire encore une fois, si vous maîtrisez les cas cliniques, si vous faites la bonne préparation, vous travaillez les annales, surtout avec la bonne préparation. Je parle pas de travailler les annales d'une façon anarchique ou de répondre n'importe comment. Il faut vraiment savoir comment raisonner, ce que le jury attend. Ça va vous permettre de répondre facilement au QCM. Et ça va vous donner une maîtrise énorme et vous allez vraiment trouver les QCM très faciles, même d'un niveau vraiment négligeable le jour de l'examen. Et ça, c'est la clé de votre réussite. Et ces QCM-là, et j'ai fait vraiment exprès de vous donner ces exemples de QCM ce soir, pour ceux qui vont passer la voie interne, pour vous dire que ce sont un excellent exemple de cette vérité que pas mal de candidats de la voie interne négligent cette année et ils sont persuadés qu'il faut travailler les QCM directement, qu'il faut s'entraîner uniquement sur les QCM, il ne faut pas faire les cas cliniques. Non, c'est pas vrai. Parce que si jamais vous faites et vous allez, parce que comme dans notre programme de voie interne, le but c'est ne pas, on va vous donner une banque de QCM, ça c'est sûr. Et on vous a préparé un programme énorme pour la voie interne. Mais il faut comprendre aussi, c'est ce qu'on essaye de vous faire le long de notre programme, c'est de vous faire comprendre surtout le raisonnement et comment raisonner. Parce que si jamais vous travaillez et vous vous entraînez sur des QCM, on va dire entre guillemets, et je vais dire le mot, et c'est pas pour vous vexer, mais si vous faites ça bêtement,
ça va uniquement servir à rien du tout. Parce que le jour de l'examen, vous allez avoir d'autres QCM, vous allez avoir d'autres propositions, vous allez avoir d'autres choses, d'autres pièges. Donc, le plus important avant de vous entraîner, c'est de savoir comment raisonner. Et pour aboutir à ça, la seule solution, c'est déjà de faire une bonne préparation, de vraiment avoir le raisonnement et les objectifs des jurys. Et ensuite, bien sûr, ensuite, il faut une bonne maîtrise de la spécificité du raisonnement clinique devant le QCM. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a donné pas mal d'entraînement sur le QCM. Je vous invite encore une fois à visiter, à regarder la vidéo qui est ouverte sur YouTube et aussi le programme complet d'entraînement au QCM chez Proli Academy. Une autre remarque pour ceux qui vont passer la voie externe aussi, vous voyez très bien que si vous maîtrisez, par exemple, parce que là, aujourd'hui, sur ces 3 QCM rapides, on n'a pas fait la même chose qu'on fait déjà pour ceux qui vont passer la voie interne et sur notre programme de voie interne. Sur notre programme, et je vous invite à le découvrir sur la vidéo ouverte sur YouTube, après chaque QCM, on vous donne l'explication détaillée avec les pièges à éviter, comme on a déjà fait, comme vraiment le cas clinique qu'on a déjà fait ensemble ce soir. Donc, pour ceux qui vont passer la voie externe, le fait de maîtriser les pièges à éviter et les références et ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre sur les QCM aussi, par exemple, si on prend un candidat qui va passer la voie externe, qui va maîtriser très bien ce QCM, il va aussi maîtriser ce qui est attendu par les jurys sur, par exemple, la question numéro 2. Donc, cette grille-là, il va aussi la maîtriser. Alors, il y a quand même une petite spécificité pour la voie externe, c'est vrai, parce que la rédaction de la réponse, ça nécessite un peu plus de raisonnement. C'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que ceux qui vont passer la voie interne, si vous maîtrisez les cas cliniques, ça va devenir très facile pour les QCM. L'inverse, ça demande quand même une maîtrise supplémentaire de la rédaction, du raisonnement. Donc, mais ça aide énormément. C'est pour ça que je conseille tous nos candidats qui sont inscrits à notre pack complet de profiter parce que sur le pack complet, sur la mise à jour, vous avez le programme de la voie interne qui est inclus. Et ce qui est bien aussi, c'est que nous, on fait des rappels de cours, on profite pour vous faire des rappels de cours. Donc, ne zappez pas aussi ce module. Il ne faut pas hésiter à regarder, à consulter les QCM, même si vous passez l'examen sous forme de cas clinique, mais aussi ça va vous donner aussi pas mal de choses et pas mal de notions qui seront très utiles pour vous le jour de l'examen, même si vous passez la voie externe sous forme de questions rédactionnelles. Donc la suite, la suite sur nos différents programmes, surtout notre mise à jour 2025. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment un petit extrait de notre mise à jour qui va se poursuivre pour la session 2025. Donc, on va finir déjà ce cas clinique. Donc, je vous invite à mettre en commentaire sous cette vidéo pour ceux qui sont sur YouTube pour les réponses sur le reste des questions. Et si vous voulez avoir la réponse complète avec la suite de ce cas clinique et bien sûr d'autres cas cliniques, on va faire d'autres sessions sur le même esprit. Donc ça, c'est un petit extrait de la première session pour la voie externe. Donc cette session-là, c'est pour la voie externe. Et vous voyez très bien que c'est utile pour la voie interne aussi. Et elle va être incluse dans notre mise à jour 2025. Bien sûr, la mise à jour 2025, ceux qui sont inscrits à notre préparation complète, à notre pack complet, ils vont avoir accès à cette mise à jour 2025. Je vous invite à regarder aussi nos différents programmes de voie interne pour les différentes spécialités, sur notre site web encore une fois. Et ceux qui sont inscrits à notre voie interne, vous allez avoir accès à ce petit extrait. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la mise à jour. Vous avez bien remarqué que ça sera utile pour vous de travailler les cas cliniques. Donc, je vous invite, si vous avez fait votre inscription sur le programme de la voie interne,
de médecine générale, par exemple, si vous êtes avec nous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la mise à jour parce que vous allez profiter de ces cas cliniques. Et même si vous passez l'examen sous forme de QCM, ça va être très utile pour vous. Et surtout, vous allez profiter du programme de mise à jour. Donc, on a un programme de mise à jour qui va vraiment concerner ce qui change dans les mises à jour. On a un programme de voie externe qui sera sous forme de cas clinique comme ce qu'on a vu ensemble ce soir. Et on a un programme de voie interne qui sera des entraînements sous forme d'entraînement sur les QCM et à la fin un examen blanc. Celui pour la voie externe, vous aurez un examen blanc à la fin. Bien sûr, on va corriger la session 2024. Et puis voilà, donc ça c'est pour la médecine générale. Et pour les autres spécialités, je vous invite à découvrir les différents programmes de voie interne et les packs. Et vous avez aussi les mini-packs qui sont disponibles sur notre site web. Donc prochaine session, comme je vous ai dit, on va voir ensemble la suite de la correction de ce cas clinique. Et bien sûr, je vais vous montrer aussi pour ceux qui sont avec nous sur la mise à jour 2025 ou sur le pack complet, on va vous montrer la grille de correction officielle du jury en 2023. On va voir ça ensemble et ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu ce soir, mais je vais vous montrer comment, encore une fois, comment les jurys ils corrigent. On va voir tout ça ensemble tout au long de ce programme. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire, vous n'allez pas le regretter, à nos programmes d'accompagnement d'excellence. Je vous laisse le QR code de notre équipe si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à les contacter par WhatsApp. Et je vais finir par, il faut croire à votre réussite. Elle commencera à croire en vous. Bravo pour ceux qui sont avec nous ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos avec vos collègues, avec vos amis. Et je vous souhaite vraiment une excellente réussite pour ceux qui vont passer la voie externe ou la voie interne en 2025, peu importe la spécialité. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bonne soirée à tous et à très bientôt.